Bonsoir à tous, bienvenue à Prépare-toi. Nous allons faire ce soir la séance Math 12. Nous allons parler de la méthode de Newton et voir comment trouver des valeurs approchées de solutions à des équations. Nous repartons du sujet, donc je vous avais demandé d'essayer de trouver une valeur approchée à 10 puissance moins 6 près d'une solution de cos x égale x sur l'intervalle 0,2. Alors nous allons essayer déjà de résoudre de manière approchée cette équation. Une bonne idée à prendre, en tout cas une bonne habitude à prendre quand on veut résoudre une équation, c'est déjà d'essayer de représenter les éléments qui sont en lien avec notre équation. Donc ici on a cos x qui est égal à x. Donc ce qui sera intéressant, c'est de tracer la courbe de la fonction cos sur 0,2, tracer en même temps la courbe de la fonction qui a x associe x, pour avoir finalement f de x qui vaut g de x, si f c'est cos x et g de x c'est x. Et donc ce qui revient en fait à trouver un point d'intersection entre ces courbes. Donc là je vous ai tracé la courbe de la fonction cos sur 0,2, évidemment cos avec x en radian, et la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire notre second membre. Et donc, je l'ai dit, résoudre cette équation, trouver une valeur de x qui fera que cos x est égal à x, revient à trouver finalement une valeur de x pour lesquelles les deux courbes s'intersectent. Et donc, on peut voir ici qu'à peu près pour 0,7, on aura un point d'intersection entre ces deux courbes. Alors, pour essayer de simplifier un petit peu ce problème, de le prendre différemment, ou plutôt de le modifier pour pouvoir utiliser certains outils qui sont spécifiques à des cas particuliers. Le cas particulier dont je suis en train de parler, c'est avoir une fonction qui est égale à 0. Donc l'idée, c'est de se ramener en 0 et de se dire que cos x égale x, si et seulement si cos x moins x égale 0. Et ce qui revient finalement à essayer de trouver, cette fois-ci, quand est-ce que cos x moins x est égal à 0, c'est-à-dire si j'appelle f, la fonction qui a x associe cos x moins x, ça revient en fait à savoir quand est-ce que cette fonction passera par 0, c'est-à-dire quand est-ce que sa courbe passera par 0. Alors là, je vous ai tracé la courbe de cos x moins x, et on obtient finalement cette courbe, et on retombe de nouveau sur à peu près 0,7. En 0,7, cette fois-ci, pas les deux courbes se croisent, mais cette fois-ci, cos x moins x vaut 0. Alors on peut de nouveau dire, c'est les deux courbes qui se croisent, sachant que la courbe de droite, c'est la fonction nulle. Et donc si on trace la courbe de la fonction nulle, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on a bien le point d'intersection entre ces deux courbes. On voit qu'une valeur approchée, en tout cas qu'on a un encadrement, c'est entre 0,7 et 0,8. L'idée maintenant, ça va être d'essayer de trouver une valeur encore plus précise, donc une valeur à 10-6 près. On va d'abord faire le bilan des méthodes que vous avez déjà en terminale, puis on va essayer de traiter la méthode de Newton. Donc en voyant finalement la courbe de notre fonction, on peut se poser la question de quel outil de terminal je peux utiliser. On a l'impression que la fonction donc, qui a x associe cos x moins x est décroissante et elle vaut 1 en 0, elle a l'air de prendre une valeur plus petite que 0 après 1 au moins, et donc on pourrait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc l'idée va être ça, on va utiliser le TVI, donc pour cela on repose f de x qui vaut cos x moins x, on obtient que f est dérivable, comme cos est dérivable et la fonction x qui est une fonction affine est dérivable aussi, donc f' de x va être égal à la dérivée de cos, c'est moins sinus, la dérivée de x c'est 1, la dérivée d'une différence c'est la différence des dérivées. Juste une petite remarque sur les dérivées, il est très important d'être incollable sur les dérivées. Vous ne devez pas vous tromper entre la dérivée de cos et la dérivée de sin. Pas d'histoire de problème de signe entre est-ce que la dérivée de cos c'est moins sin ou plus sin et ainsi de suite. Vous devez vraiment être irréprochable. Quand vous allez voir des primitives, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faudra être encore plus précis sur des signes. Et donc, vraiment, une bonne remarque, c'est de réviser souvent vos formules de dérivées pour être toujours à jour sur ces formules. Donc, on a f' de x qui vaut moins sinus x moins 1. On peut se poser la question, quand est-ce que cette expression sera positive? On cherche où on va mettre des signes plus dans notre tableau de signes, c'est-à-dire quand est-ce que moins sinus x moins 1 sera plus grande que 0, c'est-à-dire quand est-ce que sinus x sera plus petite que moins 1. Et la fonction sinus étant toujours comprise entre moins 1 et 1,
elle aura du mal à être strictement plus petite que moins 1. Elle pourra valoir moins 1 quand, dans ce cas-là, x est égal par exemple à moins pi sur 2, sauf qu'on est sur l'intervalle 0,2, et sur 0,2, moins pi sur 2 n'appartient pas à 0,2, et tout multiple de pi ajouté à moins pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi sur 2 ou quoi que ce soit, sort aussi de cet intervalle. Donc en fait, on n'a aucune valeur qui pourrait être égale à moins 1, et donc sinus x va être strictement plus petit que moins 1 sur 0,2, et donc f' de x va même être strictement négatif tout le temps. Ce qui va nous faire les variations suivantes. On est sur 0,2 pour x. La dérivée de f, donc f' de x sera négative strictement et f sera strictement décroissante. C'est ce qu'on avait obtenu. F de 0, c'est cos en 0 qui fait 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Alors f de 2, ça va faire cos de 2 moins 2, mais cos de 2, vous n'avez pas de valeur approchée. On pourrait simplifier dans ce cas-là, petite astuce, c'est se dire, je vais prendre justement pi sur 2, et je vais calculer son image. F de pi sur 2, ça va être cos de pi sur 2 moins pi sur 2. Alors ce qui était malin, c'était de prendre cos de pi sur 2, parce que cos de pi sur 2 fait 0, et du coup on tombe bien sur moins pi sur 2. Et on voit donc qu'en pi sur 2, notre fonction vaut moins pi sur 2. Et on passe d'une valeur strictement positive à une valeur strictement plus petite que 0. Et du coup, on va pouvoir appliquer le TVI parce que notre fonction est dérivable, donc continue. Et vu qu'elle est continue, elle passe d'une valeur strictement positive à une valeur strictement plus petite que 0. Et donc, à un moment donné, il va exister un x0 tel que notre fonction vaudra 0. Alors là, je ne rédige pas le TVI d'une manière totale, hein, ce n'est pas le principe de cette vidéo. C'est juste pour convaincre tout le monde qu'on avait bien une unique solution à chercher sur l'intervalle 0,2. Et si vous tracez un peu la courbe de la fonction cos et de y égale x sur un intervalle un peu plus grand, vous allez très vite remarquer que c'est la seule solution. Maintenant que l'on est convaincu qu'il n'y a qu'une seule solution sur l'intervalle 0,2, on peut repasser en revue les deux méthodes que vous avez vues en terminale, c'est-à-dire les méthodes par balayage et ensuite la méthode par dichotomie. Pour la méthode par balayage, l'idée c'est on fait des pas d'une certaine longueur et on regarde est-ce que notre fonction est encore toujours du même signe. Et tant qu'elle est du même signe, on continue à faire son pas et à un moment donné, eh ben, on va voir que notre pas, ici, entre ces deux pas-là, on a un changement de signe. Et donc, toujours par de TVI, cette fois-ci sur un intervalle plus petit, on arrive à se dire que notre solution x0 va être entre ces deux pas. L'idée finalement du balayage, si on veut une valeur approchée à 10-6 près, on pourrait très bien dire, avec un algorithme, on décide que le pas c'est 10-6, on part de 0 et on avance de 10-6 en 10-6, encore et encore et encore. Alors l'ordinateur va le faire très vite et il va devoir le faire quelques centaines de milliers de fois avant de pouvoir avoir une valeur approchée à peu près de 0,7. Autre possibilité, vous quand vous voulez avoir une valeur approchée à 10-3 près par exemple, le principe c'est de surtout pas commencer avec un pas de 10-3, mais le faire par étapes. Première étape, faire des pas de 10-1. Et voir que finalement, entre 0,7 et 0,8, on a notre solution. Et donc, on recommence. On fait des pas, cette fois-ci, 10 fois plus petits, entre 0,7 et 0,8. On va découper 0,7 et 0,8 en 10 intervalles, en faisant des pas de 0,01, et on va regarder à quel moment on va changer de signe. Et une fois qu'on a cet intervalle, entre 0,73 et 0,74 par exemple, on refera des pas de 0,01 et pour avoir finalement un encadrement à 10-3 près. Pour 10-6, c'est un petit peu long et on va voir combien d'étapes on va devoir faire justement avec la méthode par balayage pour obtenir une valeur à 10-6 près. Pour la méthode par dichotomie, l'idée c'est on part d'un intervalle et on essaie toujours de trouver un intervalle qui va être 2 fois plus petit mais qui contient une valeur positive et une valeur plus grande que 0, plus petite que 0, pardon, pour toujours avoir la valeur que l'on cherche entre les deux bords de notre intervalle. Donc ici en 0, on a une valeur qui est positive, en 2, on a une valeur qui est négative. Donc on va prendre le milieu et on regarde pour le milieu
qu'est-ce qu'on obtient comme valeur? On voit qu'on a une valeur négative, donc on ne va pas abandonner la valeur positive que l'on a ici, parce que si on se passe sur cet intervalle, on n'est pas du tout sûr d'avoir une solution, on va se passer sur cet intervalle. Et donc maintenant, on va refaire la même chose sur l'intervalle 0,1. On reprend la moitié, donc on va être en 0,5. En 0,5, on regarde quelle est la valeur de notre fonction. Cette fois-ci, elle est positive. Et donc l'intervalle que l'on va garder, c'est celui-là. Et on recommence, on reprend la moitié. Alors là, le problème, c'est que la moitié, on ne sait pas trop si on arrive sur la solution ou pas. On va dire que non. Et en réalité, non, on ne tombe pas dessus. Hein. Et on va dire que la valeur est négative ici. Et donc, on va passer sur cet intervalle ici. On va reprendre le milieu et on va de nouveau chercher notre fonction, notre image, pour savoir si on est plus grand que 0 ou pas. Et on continue encore et encore comme ça. Alors, là, on pourrait se dire, mais c'est un petit peu bizarre de continuer parce qu'ici, on était très proche. Et là, finalement, on est en train de s'éloigner. Et quand on va reprendre le milieu, eh ben, on est toujours plus loin. Ça, c'est absolument pas grave. On ne peut pas savoir dans notre algorithme si on va être, quand on calcule les milieux, si on va être proche de la solution cherchée ou pas. On sait juste que l'écart entre nos deux bornes, sur notre intervalle de recherche, devient 2 fois plus petit. Ce qui va nous permettre finalement d'avoir assez rapidement, on va voir ce que ça veut dire assez rapidement, une valeur approchée très précise que l'on va chercher. Alors, si on effectue maintenant le calcul du nombre d'étapes, vu qu'on divise chaque fois notre intervalle par 2, si on veut avoir un encadrement ou une valeur approchée à 10-6 près, il va falloir finalement que notre écart, après division par 2, encore et encore et encore, soit plus petit que 10 puissance moins 6. Donc on cherche n tel que 2 sur 2 puissance n, vu qu'on va diviser n fois par 2, doit être plus petit que 10 puissance moins 6. Alors là, le calcul a l'air d'être très compliqué comme ça, mais en réalité, on peut le faire de tête. Tout simplement parce que 2 puissance 10, c'est 1024, c'est-à-dire un petit peu plus que 10 puissance 3. Donc 2 puissance 20, ça va être 1024 au carré, ça va être à peu près 10 puissance 6. Et donc 2 puissance 21, donc si je divise 2 par 2 puissance 20, ça va me faire 1 sur 2 puissance 20. 2 divisé par 2 puissance 21, va me faire 1 sur 2 puissance 20, et donc va être plus petit que 10 puissance moins 6. Donc en fait, on a besoin en réalité de 21 étapes pour avoir accès finalement à un encadrement à 10-6 près. Si on fait maintenant la méthode par balayage, on avait vu avant qu'on faisait des pas. Alors si on fait la méthode par balayage direct en disant je vais faire des pas de 10 puissance moins 6, mais potentiellement je dois faire 10 puissance 6 pas. Donc là, c'est une complexité qui est énorme. En réalité, quand vous la mettez en œuvre, généralement, vous la faites chaque fois par puissance de 10 de plus en plus petite. Et donc, on l'avait fait, nous, par 10 moins 1. On voit qu'en moyenne, on va faire entre 0 et 10 pas. Donc, on peut dire qu'en moyenne, on va faire 5 pas. Et donc, si on fait 5 pas à peu près pour obtenir notre encadrement à 10 moins 1 près, après, il faut recommencer à 10 moins 2 près, encore 5 pas en moyenne. Puis à 10-3 près, encore 5 pas. Il faut faire ça 6 fois en tout pour obtenir finalement un encadrement à 10 puissance moins 6. Donc la méthode par balayage va nous donner à peu près 30 étapes, alors que la méthode par dichotomie va nous donner à peu près 21 étapes. On pourrait se dire, c'est déjà pas mal, en 21 étapes, on a un encadrement à 10 puissance moins 6 près. Pourquoi chercher une autre méthode? Vous allez voir que la méthode de Newton, alors dans certains cas, est beaucoup plus efficace que la méthode par balayage ou qu'une dichotomie, malgré le peu d'étapes dont on a besoin pour obtenir une précision à 10 puissance moins 6 près. Alors je vous présente maintenant la méthode de Newton. Newton, qui était un grand mathématicien anglais qui vivait à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, que vous connaissez peut-être avec les lois de Newton en physique, a révolutionné aussi les mathématiques. Alors la méthode de Newton, l'idée de base, c'est tout simplement se dire que pour beaucoup de fonctions, surtout pour vous en terminale, vous voyez des fonctions qui sont assez calmes, assez lisses, qui n'ont pas trop ce qu'on appelle de pathologie. Je vais vous en montrer une tout à l'heure qui a une pathologie que vous n'avez peut-être jamais considérée. Et donc pour ces fonctions très lisses,
quand on fait un zoom sur une tangente, on voit que la tangente et la courbe se ressemblent, mais c'est surtout, et c'est l'idée de Newton, c'est que la direction pointée par la tangente va ressembler finalement à la trajectoire prise par la courbe. Si ici on se dit on commence en x0 qui vaut 0, je prends la tangente en 0, je la trace, et je me dis que finalement l'intersection entre la fonction, la courbe et l'axe des abscisses, ce que je cherche, mon fameux x0 que je cherche, qui vaut à peu près 0,70 et quelques, cette valeur que je cherche ne va pas être trop loin de la valeur atteinte par ma tangente. Alors on pourrait dire ici, ce n'est pas tout à fait vrai. Ok, je pars de 0, j'étais à 0,7 près, mais ici, en traçant la tangente, je vois que je tombe sur 1, alors qu'ici, je tomberais finalement, j'aimerais avoir 0,7. 1, c'est quand même très éloigné de 0,7. Mais toute l'idée, c'est derrière de recommencer. Donc, je suis en train de créer une suite. La première valeur de ma suite, je la choisis où je veux. Vous allez voir que parfois le choix doit être un petit peu analysé au début. Donc, je choisis une valeur, je trace la tangente et je dis, la tangente, là où elle va couper l'axe des abscisses, ne va pas être trop éloignée de la racine que je cherche, de la solution à mon équation que je cherche. Et une fois que j'ai fait ça, je recommence. Je trace à partir de mon nouveau point, je trace ma nouvelle tangente. Et vous voyez déjà que sur cet exemple, en traçant la tangente, l'intersection entre cette tangente et l'axe des abscisses est beaucoup plus proche de la racine que ce qu'on pouvait avoir avant. Et l'idée, c'est de continuer. Là, je vous ai fait un zoom, on était en x1, on a tracé la tangente, on était en x2. J'ai dû vous faire un zoom parce que déjà même sur ce schéma, vous voyez qu'en prenant maintenant le point d'abscisse x2 et en traçant la tangente, on n'arrive même plus à faire de distinction entre la courbe et notre tangente. Alors je vous ai refait un nouveau zoom avec x2 seulement, où on était tout proche. Et quand on trace la tangente, vous voyez que tout le long, il n'y a presque plus de distinction entre la tangente et la courbe. Et donc notre x3 que l'on a est extrêmement proche finalement de la valeur que l'on cherche. Donc l'idée de Newton, c'est ça, c'est de créer une suite qui, en calculant les différents termes, on va avoir des termes qui vont se rapprocher très 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 vite, vous allez voir, de la solution que l'on cherche. Alors, vu qu'on a une suite d'abscisses, je peux l'appeler x indice n, et on peut se poser la question, est-ce qu'on a une relation qui nous permet de construire les différents termes? Alors, si ici je note ça, x indice n plus 1, le x indice n plus 1, c'est le point d'intersection entre la tangente et l'axe des abscisses. Or, ma tangente, c'est la tangente au point d'abscisse xn. Donc, si je trace ma tangente au point d'abscisse xn, son équation, c'est y qui vaut f' en xn, facteur de x moins xn, plus f de xn. Et ce que moi je cherche, c'est l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Or, si je suis sur l'axe des abscisses, c'est que mon ordonnée vaut 0. Et l'intersection que l'on a à ce moment-là, c'est xn plus 1. Donc, l'intersection que je vais avoir de cette tangente avec l'axe des abscisses va vérifier l'équation 0 égale f' de xn, facteur de xn plus 1 moins xn, plus f de xn. Et si on isole maintenant xn plus 1 en fonction de tout le reste, donc je vais isoler, je vais enlever f de xn de chaque côté, et maintenant je vais diviser de chaque côté par f' de xn, donc je vais obtenir moins f de xn sur f' de xn, qui va me donner xn plus 1 moins xn, et donc xn plus 1, c'est xn moins f de xn sur f' de xn. Là, on remarque un premier problème, c'est ça. Si on divise par f' de xn, il faut être sûr que f' de xn soit différent de 0. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais si tel est le cas, et on va voir qu'il a besoin encore d'autres contraintes, donc c'est quand même une méthode qui est assez contraignante,
qu'on ne peut pas mettre en application dans chaque situation, mais ça reste encore une méthode qui est applicable dans beaucoup de situations. On va obtenir comme ça une suite de nombres qui va tendre très rapidement vers la valeur que l'on cherche, la solution de notre équation. Alors pour vous montrer finalement la force de la méthode de Newton, j'ai juste poussé la méthode de Newton à 5 étapes et on obtient une valeur approchée de x0, donc x indice 5 chez nous. Attention, cette écriture qui était juste une écriture pour dire c'est la solution qu'on cherche, et nous on a utilisé une suite et les termes de la suite sont x indice n, et donc x indice 5 vaut finalement 0,73, 90, 85, 13, 32, 15, et qui finalement est une valeur approximative de la valeur que l'on cherche, qui est juste à 10 puissance moins 11 près. Donc vous voyez qu'on obtient une valeur approximative à 10 puissance moins 11 près en seulement 5 étapes. Alors qu'avant, il nous fallait 21 étapes ou 30 étapes pour avoir juste une approximation à 10 puissance moins 6. Donc vous voyez à quel point la méthode de Newton est extrêmement efficace dans ces situations-là. Alors, je vais revenir maintenant sur les bémols sur son utilisation. La méthode de Newton a 3 contraintes importantes. La première contrainte, c'est que la fonction doit être dérivable. Si votre fonction n'est pas dérivable, si elle n'admet pas de tangente, on ne peut pas tracer de tangente à la courbe. Donc la première contrainte, c'est ça. Si comme la fonction valeur absolue qui n'est pas dérivable en 0, si vous avez par exemple des points anguleux sur la courbe de votre fonction, vous ne pourrez dans ce cas-là pas tracer votre tangente à ces points-là et vous ne pourrez pas continuer le processus. Deuxième problème, c'est qu'il faut que f' ne s'annule jamais. Si en fait f' de x à un moment donné vaut 0 et que c'est en ce point qu'on est en train d'appliquer la méthode de Newton, on va devoir diviser, c'est ce qu'on avait avant dans notre formule, quand on disait xn plus 1, c'est f de x, c'est xn moins f de xn sur f' de xn. Là, on divise par f' de xn. Si xn fait par exemple que f' de xn vaut 0, on va diviser par 0. Alors on pourrait le voir différemment. C'est toujours agréable de voir aussi le pendant géométrique. Donc ça, c'est la partie numérique. La partie géométrique, c'est que si f' de x vaut 0 à un moment donné, c'est qu'on a une tangente horizontale. Et donc si vous avez une courbe avec une tangente horizontale, à un moment donné, et bien, quand vous allez tracer votre tangente, elle ne coupera jamais l'axe des abscisses. D'où le manque de solution, d'où le fait que cette expression ne pourra pas être calculée si f' de xn vaut 0. Dernière contrainte, et ça c'est la contrainte que je pense très peu d'élèves parmi vous vont voir, parce que vous n'êtes pas habitué à avoir des fonctions un peu plus étranges, un peu plus je vais réutiliser le mot pathologique, c'est que pour que la méthode soit efficace, il faut que la tangente pointe dans la direction de la courbe. Or, si vous avez maintenant une fonction qui change de direction sans cesse en se rapprochant de son point d'intersection avec l'axe des abscisses, eh bien vous allez avoir des tangentes qui vont énormément bouger. Alors je vous en ai tracé une. Cette fonction, alors ici on voit qu'elle est bien lisse, que tout se passe bien, que si j'applique la méthode de Newton, je pars d'ici, je vais arriver là, ici je vais repartir comme ça, et ici je vais repartir là et je vais me rapprocher. Tout va très bien se passer, mais par contre si je commence ici, pour me rapprocher de là, vous voyez que je ne vais pas du tout dans la bonne direction, alors je pourrais dire je me rapproche encore, mais même en me rapprochant encore, je vais avoir peut-être une tangente horizontale. Et ici on a une courbe qui fait des variations, alors on a l'impression qu'elle devient lisse ici, mais si vous faites un zoom, ici, vous allez continuer à avoir une fonction qui fait comme ça et qui va bouger de plus en plus vite jusqu'au point d'intersection. Et vous allez donc continuer à avoir des tangentes qui n'ont aucune raison de pointer dans la direction finalement de la solution que vous êtes en train de chercher. Donc attention, les fonctions ne sont pas toujours bien lisses, même en faisant des zooms. Il y a des fonctions un peu plus délicates comme celle-là, plus pathologiques, qui empêchent finalement d'utiliser la méthode de Newton
à des fins finalement heureuses, c'est-à-dire qui nous permettent d'obtenir une valeur approchée après quelques termes. Alors nous allons maintenant voir un procédé qui est assez extraordinaire. On va revenir sur la méthode de Newton, changer un peu son mode d'application et on va voir qu'on va tomber sur finalement une situation qui génère une fractale et qu'on appelle donc la fractale de Newton et qui est assez inattendue. On va s'intéresser à la fonction qui a x associé x cube moins 1. Alors si on trace sa courbe, on va obtenir la fonction x cube qui va être finalement translatée vers le bas de 1 et donc une courbe qui ressemble à peu près à ça. X cube moins 1 admet une unique racine, c'est-à-dire une unique valeur qui va faire que f de x est égal à 0 et elle est atteinte en 1. Si maintenant on part de ce point ici, on applique la méthode de Newton, on va arriver là à peu près en traçant notre tangente. Puis après on remonte et on va continuer à appliquer notre méthode. Là où ce serait malheureux de commencer, c'est en 0. Si on commence en 0, pas de chance, notre tangente va être horizontale, on ne croisera jamais l'axe des abscisses et on n'arrivera jamais à destination. Par contre, si on commence par exemple en moins 1, alors en moins 1 ce ne serait pas une bonne idée non plus parce qu'on va... Ah non, en moins 1 ça fonctionne et on va se rapprocher comme ça de 1 et à partir de 1, on va continuer à se rapprocher. Tout va bien. Maintenant, l'idée, c'est de se dire l'expression xn plus 1 qui vaut xn moins f de xn sur f' de xn, pour cette fonction-là, ça revient à dire qu'on a xn moins xn au cube moins 1 sur 3xn au carré. La dérivée de x au cube moins 1 étant 3x au carré, on remplace dans notre formule et on tombe sur cette expression-là. Et la question est, que se passe-t-il si je remplace cette expression dans cette suite numérique réelle en une suite complexe qui a zn plus 1 associe zn moins zn au cube moins 1 sur 3zn au carré. On peut se poser la question, alors, est-ce que ça a encore un sens? Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'on va obtenir une suite qui va converger vers, finalement, une des racines, alors, vers 1 potentiellement? Et c'est là que c'est intéressant de se poser la question, quelles sont les racines de z cube moins 1? C'est-à-dire, quand est-ce que z cube moins 1 est égal à 0? Alors, par factorisation, on voit qu'on a z moins 1 facteur de z au carré plus z plus 1 égale 0. Alors on a factorisation parce qu'on voit que z égale 1 est solution et donc on peut factoriser par z moins 1. Alors ce n'est pas une propriété directement du cours de terminale, mais en terminale on pourrait dire montrer qu'il existe ABC tel que z moins 1 facteur de az au carré plus bz plus c est égal à 0, est égal à z cube moins 1. Et on tombe finalement sur cette expression. Ou alors on vous demande directement développer cette expression et montrer qu'on tombe sur z cube moins 1. Du coup, soit z-1 égale 0 et on retombe sur z égale 1, soit z carré plus z plus 1 est égal à 0. Et donc on peut calculer le discriminant. Donc b carré moins 4ac, b au carré qui va faire 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Moins 3 étant négatif, on va avoir deux solutions complexes conjuguées. Z1 qui va valoir moins b, c'est-à-dire moins 1, moins i racine de moins 3, c'est-à-dire de 3, sur 2, et Z2 qui va valoir moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Alors ces solutions sont tellement importantes qu'on leur a donné un nom. Cette expression-là, on a donné son nom, c'est petit j, et ici on est finalement face à son conjugué, c'est j bar. Et si on place maintenant ces valeurs sur le plan complexe, pour ceux qui ont vu les complexes, pour les autres, vous pourrez regarder cette vidéo dans quelques temps quand vous aurez vu les complexes, vous repassez juste sur le grand 3 et vous essayez de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et donc, si on place ces éléments, on va avoir 1, j va être ici, j bar va être là, donc avec moins 1,5, moins 1 et racine de 3 qui fait à peu près racine de 3 sur 2, pardon, qui va faire racine de 3 de 23, 2,73 divisé par 2 qui va faire à peu près 0,85, à peu près 0,8.
moins 0,8, et on a J qui est ici et J bar qui est là. Et en réalité, la méthode de Newton continue à fonctionner. C'est-à-dire, si je prends un nombre complexe quelconque, celui-là, je le mets dans cette suite ici, donc Zn plus 1 qui vaut Zn moins Zn cube moins 1 sur 3Zn carré. Je calcule comme ça les termes suivants, et encore, et encore, et encore. Ben en fait, je vais avoir une suite qui va converger vers l'une des trois solutions, soit 1, soit J bar. Et on peut se poser la question, quels sont les points qui vont converger vers 1 ? Quels sont les points de départ qui vont générer une suite qui va converger vers J, et quels sont les points de départ qui vont générer une suite qui converge vers J bar. Et on pourrait se dire, ben les points qui sont proches de 1 vont converger vers 1, les points qui sont proches de J vont converger vers J, et les points qui sont proches de J bar vont converger vers J bar. Et vous allez voir que c'est vrai. Là où ça devient plus problématique, c'est si maintenant, je suis proche ici un peu des trois, ou si je m'éloigne vraiment, et je commence à me dire, est-ce que je suis vraiment plus proche de J ou de 1 ? Et vous allez voir ce qu'on va obtenir comme situation. Donc je vous ai généré une image qui colore de la même couleur tous les points qui génèrent une suite qui tend vers 1, qui colore de la même couleur, d'une autre couleur, tous les points qui génèrent une suite qui converge vers J, et encore d'une troisième couleur, tous les points qui génèrent une suite qui tend vers J bar. Et maintenant, vous allez avoir accès à la solution. Et voici finalement l'image que vous obtenez. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez J. Et ici, vous avez J bar. Et vous voyez que tous les points qui sont proches de 1 sont de la même couleur parce qu'en fait, ils génèrent une suite qui va se rapprocher de 1. Tous les points qui sont proches de J, ils sont de la même couleur, de la couleur verte parce qu'ils se rapprochent de J. Et tous les points qui sont proches de J bar sont en bleu parce qu'ils se rapprochent de J bar. Mais par contre, il y a des zones, vous voyez que les éléments qui sont dans cette zone-là vont plutôt tendre vers J, mes éléments qui sont là vont aussi tendre vers J, ceux qui sont là vont générer une suite qui tend vers J, mais ceux qui sont ici aussi, et ainsi de suite. En réalité, on n'a pas juste trois zones toutes simples, on obtient une image fractale qui est complètement étonnante, personne ne peut imaginer obtenir une fractale à ce moment-là. Cette fractale s'appelle la fractale de Newton, et simplement due à l'application de la méthode de Newton à une fonction cette fois-ci qui à z associe z cube moins 1, qui est une fonction complexe cette fois-ci, mais en appliquant la simple formule qu'on a obtenue avec notre équation de tangente. Donc Zn plus 1 qui vaut Zn moins f de Zn sur f' de Zn. Donc une simple formule et on obtient une image assez dingue et assez étonnante. Pour la semaine prochaine, vu qu'on a vu dans notre séance d'aujourd'hui un algorithme de dichotomie, je vous propose une explication donc plus en détail de cet algorithme et surtout une implémentation en Python. Donc un peu de programmation Python la semaine prochaine, en parlant un peu des subtilités sur les manières de programmer, comment programmer d'une manière un peu plus efficace. Je vous souhaite une très très bonne semaine, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.